Si Moussa peut se prêter à cet exercice, qui va se faire en deux temps, un temps plutôt protocolaire, avec un discours liminaire de la part de son Excellence, qui nous dira quels sont les enjeux, ou en tout cas les défis de ces 6 premiers mois de primature. Je rappelle que Moussa a été ministre de la ville et de l'urbanisme et des politiques de la ville de septembre 2013 à avril 2014, date à laquelle il est devenu, à 39 ans, le plus jeune Premier ministre du Mali. Donc c'est déjà en cela qu'il a un discours particulièrement différent. Ce qui se passe au Mali nous concerne tous. La sécurité du Mali, c'est aussi notre sécurité. Nous sommes confrontés à une question, à une menace qui est aussi une menace qui nous concerne, une menace globale. Et que nous avons été là quand ça n'allait pas du tout. Nous sommes là maintenant, nous serons toujours aux côtés du Mali. Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, je voulais d'abord, dans un premier temps, remercier et puis pour cette initiative. Cette initiative qui, au-delà des Maliens nombreux qui sont dans la salle, je l'espère, permettra d'informer le maximum d'entre vous sur ce que le chef de l'État et les gouvernements successifs qu'il a eu à mettre en place sont en train d'essayer de faire laborieusement pour notre pays. De sortir de difficultés tout en préservant l'essentiel. L'essentiel pour notre pays, c'est la nation malienne. La nation malienne dans sa diversité, mais la nation malienne dans son unité. Faire en sorte que nous sortions de la crise en préservant cette unité, en préservant ce qui nous particularise. Parce que ce qui nous particularise, c'est que nous sommes un pays où l'arabe est avec le bambara, le tamashek est avec le malinké, le chrétien avec le musulman, sans aucune forme de procès. Il n'y a pas de distinction entre les Maliens. Ça, c'est la force principale du Mali et c'est ce qui nous particularise. Donc, toute notre action, accompagnant le chef de l'État, c'est justement d'arriver à sortir le pays de ces affres que nous avons connues ces dernières années avec l'exacerbation de la crise les 3 dernières années, mais depuis une cinquantaine d'années, nous avons ces difficultés. Et d'en sortir de manière à ce que nous ne puissions plus revivre ce passé. C'est une œuvre colossale, c'est une mission gigantesque, c'est une mission historique. Et le chef de l'État qui a eu à exercer de hautes responsabilités ces 20 dernières années dans notre pays en a conscience. Il a été choisi par les Maliens l'année dernière avec une majorité plus que confortable. Il est arrivé à transformer cette majorité par une majorité parlementaire encore plus confortable. Et donc, ayant en main l'essentiel des leviers du pouvoir, il s'est attelé depuis une année et quelques, à travailler dans différentes directions pour que on puisse arriver à cet objectif. J'insiste vraiment dessus. L'objectif majeur du président Ibrahim Boubacar Keïta que nous mettons en musique, c'est de maintenir la nation malienne unie dans sa diversité. Créer les conditions pour que tous les fils et toutes les filles du Mali, qu'ils soient de Tessalit, qu'ils soient de Taoudéni, qu'ils soient de Yanfolila, qu'ils soient de Kaï, de Bamako, qu'ils aient les mêmes chances de se réaliser, qu'ils aient les mêmes droits, qu'ils aient les mêmes devoirs, qu'ils aient accès aux mêmes services publics et qu'ils aient les mêmes occasions de servir le pays au niveau où ils se trouvent, quel que soit l'espace géographique, quelles que soient leurs conditions socio-économiques. C'est vraiment la vision, l'ambition du chef de l'État.
Et donc, ce que moi je vais commencer, je dirais, par décliner, c'est un peu les différents axes de cette ambition et leur mise en œuvre depuis 1 an. Pour un peu ouvrir les discussions, et nous aurons l'occasion, comme cela a été dit, d'entrer dans le détail du processus de paix, des discussions d'Alger, si le temps nous le permet, d'autres éléments de dialogue et de discussion. D'abord, la première chose que je voulais dire, c'est que Manuel a insisté sur le fait que moi je suis un homme de lettres, moi je suis un homme de chiffres. Je suis un comptable. Un comptable qui par hasard est tombé dans les lettres puisque j'ai eu à rédiger quelques livres. D'ailleurs, tous mes livres sont en rapport avec le pays. Donc ce n'est pas des œuvres littéraires, c'est plutôt des essais politiques, mais je suis fondamentalement un homme de chiffres. Je ne suis pas un homme de lettres. Et donc avec une volonté de concret, de pragmatisme qui échappe quelquefois aux hommes de lettres. Sans accuser que ce soit dans la salle, évidemment. Donc je disais tout à l'heure, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a été élu sur la base d'un projet qui a 6 axes. Et chacun de ces axes concourt à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un développement socio-économique de notre pays qui puisse permettre à ce que tous les Maliens, quelle que soit leur situation sur le territoire, puissent avoir le même droit, les mêmes services publics. Le premier axe, c'est la restauration des institutions de la République, et cela est compréhensible. Vous savez que le Mali a connu un coup d'État militaire en 2012, et que ce coup d'État militaire a vu les institutions disparaître en 24 heures. Mais toutes les institutions de la République. La présidence, évidemment, à travers la colline de Koulouba, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, toutes les institutions. Ceci pour dire que nos institutions reposaient sur un sable plus que mouvant. Et un sable plus que mouvant qui a été rendu mouvant par la corruption, par le recul de toutes les citoyennetés, de toutes les formes de citoyenneté, par un leadership qui n'était pas à la hauteur. Ce sont ces facteurs qui ont miné les institutions maliennes de l'intérieur et qui les ont vidées de leur sens. Donc il a fallu un choc externe pour que ça s'écoule. C'est ce qui fait que le premier axe, l'objectif principal du président, c'est de faire en sorte que nous ayons des institutions crédibles, fonctionnant normalement, respectées, pour que l'État, à travers ces institutions, puisse exister. Quand on dit institutions, ce n'est pas seulement les 8 institutions prévues par les textes constitutionnels, mais c'est aussi et surtout l'imaginaire collectif, c'est-à-dire le citoyen convaincu de nouveau qu'il peut avoir confiance en l'État à travers ses leaders, à travers ses textes, à travers son fonctionnement, à travers sa manifestation, que l'État protège, l'État défend, l'État est équitable et l'État fonctionne de telle sorte que chaque citoyen puisse croire de nouveau en une perspective meilleure. Cela passe par la restauration de la justice. Cela passe par la lutte contre la corruption. Cela passe par l'exemplarité du leadership. C'est pourquoi depuis 1 an, nous avons posé beaucoup d'actes qui vont dans ce principe. Des lois ont été votées, des structures ont été mises en place, des contrôles ont été multipliés dans les administrations avec transmission des rapports de contrôle directement à la justice. Beaucoup d'actions ont été mises en œuvre, beaucoup d'actions sont en train d'être mises en œuvre sur ce chapitre. Le second chapitre, c'est l'armée et la sécurité. Et là aussi, je pense que c'est une évidence. L'armée et les forces de sécurité n'ont pas été à la hauteur de la République. N'ont pas été à la hauteur dans leurs attributions régaliennes d'abord, c'est-à-dire en termes de défense de l'intégrité du territoire, de défense des frontières, ensuite en termes de sécurité, sécurisation du territoire. Nous avons eu aussi des faiblesses importantes, des problèmes de gouvernance, des problèmes de chaîne de commandement, des problèmes de corruption
des problèmes d'équipement, des problèmes de formation, des problèmes de doctrine, autant de choses qui ont rendu cette armée qui, il y a une trentaine d'années, était considérée comme l'une des meilleures sur le continent, totalement exsangue et non fonctionnelle. Et donc, ces réformes qui ont commencé, puisqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quel est le format d'armée qu'il faut pour notre pays sur les 5 ans à venir, quelle est son organisation territoriale sur l'ensemble du territoire, depuis Taoudeni, Arawan, Tombouctou, Gao, Kidal, Tessalit, en descendant au sud du pays, quel rôle donner à la gendarmerie, à la police, à la garde, quel détachement aérien à mettre en place sur telle partie du territoire, de quel effectif nous en avons besoin, comment recruter, quelle doctrine mettre en œuvre pour que les forces armées de sécurité soient fonctionnelles. Une loi d'orientation et de programmation militaire est prévue dernier trimestre 2014. La session de l'Assemblée nationale a commencé aujourd'hui. Et cette session doit connaître de cette loi d'orientation et de programmation militaire. Évidemment, la réforme prévoit les discussions de paix qui ont lieu en Algérie et la possibilité que ces discussions puissent impacter les forces armées de sécurité. Il y a un programme de désarmement, de mobilisation, réinsertion qui a été préparé avec la Banque mondiale, qui est aussi disponible au cas où le processus de paix de Alger conclut sur ce processus avec son impact sur les forces armées de sécurité. Les ressources nécessaires sont identifiées. Les efforts budgétaires que nous devons faire pour 2015, 2016, 2017 sont aussi identifiés. Et l'État se prépare donc à identifier les voies et moyens pour collecter ces ressources additionnelles afin que nous ayons une armée et des forces de sécurité dignes de ce nom. Le troisième chantier est le chantier de la réconciliation nationale. Le troisième axe du projet du chef de l'État. La réconciliation nationale sur les aspects justice. Parce qu'on sait qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation sans pardon et qu'il ne peut pas y avoir de pardon sans justice. Justice transitionnelle, locale, justice nationale, justice internationale. Mise en place d'une commission de dialogue, vérité, réconciliation, dont les textes ont déjà été votés. L'effectif devant être mis en place, mais l'État a attendu volontairement que le processus d'Alger se termine pour mettre en place une commission, vérité, dialogue, justice, réconciliation, qui puisse prendre en compte les groupes armés avec lesquels l'État est en train de discuter aujourd'hui. C'est le seul élément qui fait que la commission n'a pas été mise en place. Son cadre juridique est déterminé, son secrétariat est mis en place, on attend que les commissaires soient désignés. Et après la conclusion du processus d'Alger. Quand on dit réconciliation, c'est aussi retour des réfugiés, réinsertion des réfugiés. C'est également réparation des dommages de la crise. Il y a eu des dommages multidimensionnels. Sur l'ensemble du territoire national, pas seulement au nord, les gens ont perdu leur entreprise, les gens ont perdu leurs biens. La loi pour l'indemnisation a été votée pendant la transition. Cette loi nécessite que les décrets, les arrêtés soient pris pour préciser le détail de ce processus d'indemnisation-réparation, qui est aussi indispensable à la réconciliation que la justice. Le quatrième axe du projet présidentiel porte sur l'éducation. L'éducation, c'est peut-être l'axe le plus important. Puisque, je l'ai dit tout à l'heure, si les institutions maliennes se sont écroulées, c'est que les institutions n'ont pas été défendues par les Maliens. Et si les institutions n'ont pas été défendues par les Maliens, quelque part, il y a des problèmes liés à la citoyenneté. La citoyenneté s'inculque par les valeurs traditionnelles, quelquefois religieuses. Mais la citoyenneté s'apprend à l'école aussi. Et chez nous, l'école malienne a perdu cette vocation. La vocation de construire les citoyens. L'école, ce n'est pas seulement un lieu d'apprentissage technique, mais c'est aussi un lieu de construction citoyenne. Et ce volet qui a été oublié, c'est de le réinsérer dans tous les ordres d'enseignement de notre pays pour que la citoyenneté puisse avoir droit de regard.
Mais l'école a aussi été incapable ou est incapable de donner des compétences aux citoyens leur permettant de se trouver un emploi et de se prendre en charge. Si vous regardez notre système d'enseignement, nous avons grosso modo 80% des littéraires, 20% de scientifiques. Là aussi, je n'ai rien contre les littéraires, mais c'est plutôt le ratio contraire qu'on devrait avoir pour un pays comme le nôtre. Le second élément, c'est que nous avons un système d'enseignement qui est plutôt orienté sur l'université. Des formations de type Bac plus 4, donc des formations d'encadrement et les formations techniques, professionnelles, de production sont plus que marginalisées. Et là aussi, je le dis souvent trivialement, pour qu'il y ait des cadres, il faut qu'il y ait de quoi encadrer. Nous avons plus de cadres alors que les choses à encadrer n'existent vraiment pas. Donc nous formons des diplômés qui se retrouvent au chômage. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de production pour pouvoir nourrir l'économie nationale et donc pour pouvoir donner de l'emploi au maximum de personnes. Ce dispositif, on doit le corriger. Nous avons adopté au niveau du gouvernement un programme intérimaire de 3 ans pour corriger tous les dysfonctionnements afin qu'au bout de ces 3 ans, nous puissions lancer un grand programme sectoriel pour l'éducation sur une dizaine d'années qui devrait permettre de rectifier progressivement les déficits structurels de notre système éducatif. On a un programme d'urgence de 3 ans où on doit construire des lycées techniques, on doit privilégier le recrutement des enseignants dans le domaine technique, où on doit progressivement orienter le système d'éducation vers la science, vers la production. Et ce programme est en train d'être mis en œuvre, et évidemment tout cela sous fond de lutte contre la corruption au niveau de l'école, de moralisation de l'action de l'école. Le 5e axe du projet présidentiel est l'axe de création de richesses, de développement économique du pays. La création de richesses, nous avons privilégié évidemment les forces du Mali, c'est-à-dire l'agriculture, l'agro-industrie. C'est d'investir de manière massive dans la maîtrise de l'eau. Nous sommes un pays qui a un potentiel irrigable de 2,5 millions d'hectares, dont une bonne partie au nord, contrairement à ce qu'on pense dans la zone de Diré. Nous avons de quoi générer suffisamment de production céréalière pour faire de notre pays un des greniers du continent. Donc faire en sorte que, sur la base de l'Office du Niger, mais aussi l'irrigation de proximité, nous tendions vers les 2 millions d'hectares. Aujourd'hui, nous avons 250 000 hectares, grosso modo, d'aménagés. 115 000 dans la zone de l'Office du Niger et 130 et quelques mille sur le reste du pays. Et il nous faut donc progresser. L'objectif sur le mandat du président est de réaliser 250 000 hectares supplémentaires. Ce qui a été fait en 50 ans, c'est d'arriver à le faire en 5 ans, comme je le disais ce matin à l'OCDE. Toujours au niveau du développement économique, dans l'élevage, qui est un secteur important, le Mali a le 2e cheptel en Afrique de l'Ouest. Nous voulons développer l'élevage, mais dans le domaine de la production animale. Au lieu d'exporter des bétails sur pied, c'est de transformer les sous-produits et les produits de l'élevage pour aller vers une création de valeur au bénéfice des populations maliennes. Et l'élevage, par définition, le nord est une zone d'élevage. C'est une zone d'élevage qui peut bénéficier de la diversification de l'activité d'élevage. Nous avons d'autres secteurs de développement économique. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au-delà du développement des secteurs économiques, nous avons aussi la gouvernance économique du pays. Nous avons souhaité apporter un certain nombre de réformes dans la gouvernance économique du pays. Gouvernance économique, simplifier les règles. Rendre les pulsations de l'administration économique et financière plus rapides. Que l'État dépense mieux et plus rapidement. Que l'État recouvre mieux et plus rapidement. Nous avons pas mal de circuits qui sont souvent entretenus à souhait pour alimenter la corruption et d'autres pratiques déviantes qui pourraient être simplifiées au service des administrations et au service des opérateurs économiques. Nous avons une lutte contre la corruption importante. Et là, nous avons quelques instruments que nous avons souhaité mettre en valeur, notamment le bureau du vérificateur, dont
le pouvoir a été renforcé pour qu'il puisse investiguer tous les domaines de l'activité étatique et de publier ces rapports. Dernièrement, vous avez sans doute tous entendu parler, je suis sûr que si je n'avais pas abordé le sujet, vous allez me poser la question. C'est que sur un certain nombre de transactions qui avaient fait l'objet de difficultés entre le Mali et le Fonds monétaire international, il y a eu des audits qui ont été demandés. Ces audits ont été demandés et ont mis en lumière des insuffisances, des irrégularités. L'État a décidé d'abord de publier les audits. Cela va être fait. Cette semaine, ça va être fait pour l'audit de la Cour suprême. Et dès que le rapport du vérificateur sera définitif, il sera publié. L'État va prendre des mesures de sanctions administratives contre toute personne impliquée sur ces questions. C'est un engagement ferme qui va être tenu. Les sanctions judiciaires relèvent de la justice. La justice étant indépendante, nous allons transférer les rapports d'audit à la justice. Et la justice décidera de poursuivre qui elle estime nécessaire de poursuivre. Et personne, le chef de l'État l'a dit régulièrement, n'est au-dessus des lois au Mali. Personne. Quel que soit le rang de la personne. Donc, ces audits ont été effectués à notre demande pour clarifier les situations. Et les résultats de ces audits provisoires ont été partagés avec le Fonds monétaire. Nous avons pris des engagements. C'est ce que nous avons lu. Un satisfecit délivré par le Fonds monétaire. Et nous avons commencé à mettre en œuvre ces engagements. Parce que l'État a annulé à peu près pour 70 milliards de francs CFA de contrats signés dans des conditions illégales. 70 milliards, c'est plus de 100 millions d'euros. Et 70 milliards, c'est 80% du budget de la défense. Les annulations ont été effectuées parce que ces contrats n'ont pas été engagés conformément à la loi. Donc cette détermination de lutte contre la corruption est une détermination qui est là. Et comme le chef de l'État l'a dit encore une fois, personne n'est au-dessus des lois. Nous allons aller dans ce sens. La bonne gouvernance, c'est d'abord pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour le Fonds monétaire ou la Banque mondiale ou qui que ce soit, c'est d'abord pour le même. Si les finances sont bien gérées, c'est les Maliens qui en sont les bénéficiaires. Ce n'est pas X ou Y. Nous sommes persuadés de cela et nous allons aller dans ce sens. Donc, en matière, le dernier axe, c'est le développement social. Le développement social, c'est ce qui consiste à amener aux populations les services essentiels de base, santé, services d'hydraulique, services d'énergie, services de transport. Mais c'est ce qui aussi consiste à faire en sorte que les franges de la population qui ont des difficultés, les femmes, les handicapés, les jeunes, puissent bénéficier de politiques spécifiques permettant de les insérer davantage dans le corps social et dans le corps économique de notre pays. Dans le cadre de cette politique sociale, la question du chômage des jeunes est au cœur. C'est pourquoi la semaine dernière, si vous l'avez vu, nous avons engagé un grand programme qui coûtera à peu près 28 milliards sur 8 ans pour améliorer le chômage des jeunes ruraux. Ce que nous ne savons pas au Mali, c'est que les jeunes ruraux sont 3 fois plus nombreux que les jeunes urbains. Et quand on parle de chômage, on parle essentiellement souvent des jeunes diplômés sans emploi des villes. Alors que les jeunes non diplômés sont 10 fois plus nombreux que les jeunes diplômés. Donc nous avons ciblé les jeunes qui vivent dans les zones rurales, qui travaillent grosso modo 3 ou 4 mois dans l'année, le temps de la saison des pluies, et le reste du temps sont désœuvrés. Donc pour lutter contre l'exode rural, l'émigration illégale, et donner à ces jeunes de quoi pouvoir travailler pendant le maximum de temps pendant l'année, ce programme a été monté avec le FIDA et a été lancé simplement à Bamako la semaine dernière. Vous avez un autre programme de formation professionnelle dont l'objectif est de récupérer ce qui n'a pas pu être fait par l'enseignement. J'ai dit tout à l'heure, l'enseignement c'est formation de cadres, formation plutôt à consonance littéraire et autres plutôt que formation productive.
ben, on a un programme de formation professionnelle pour amener les jeunes vers des métiers urbains, des métiers de service, d'autres types de métiers qui pourront leur permettre de mener des politiques, de mener des actions de génération de revenus à leur service. Le chômage des jeunes, ce sont des actions qui sont engagées. Il y a beaucoup d'autres actions à travers la pêche, la NPE et d'autres structures pour justement faire en sorte que les jeunes puissent croire de nouveau en un lendemain meilleur. Vous avez la même chose, programme spécifique sur les handicapés, programme spécifique sur les femmes. Et en la matière, par rapport aux femmes, nous avons un texte qui est à l'Assemblée nationale actuellement, dont l'objectif est d'équilibrer un peu le leadership au profit des femmes dans notre pays. Le Mali, le gouvernement, et là j'ai honte de le dire, c'est à peu près 20% de femmes. L'Assemblée nationale, c'est 16% de femmes. Les mairies, c'est 1% de femmes. Nous avons 8 femmes maires pour 703 collectivités locales, ça fait à peu près 1%. Donc nous avons ce texte vise à faire en sorte que partout où des nominations sont effectuées, que les femmes aient la possibilité d'avoir 30% des nominations. À défaut d'avoir la parité, 30% c'est déjà quelque qui serait une révolution au Mali. D'ailleurs, les députés ont beaucoup de réticences pour accepter. Le texte a été déposé, les discussions sont en cours à l'Assemblée, on est en train de se battre pour arriver à équilibrer un peu, ou en tout cas à favoriser quelque peu l'insertion des femmes dans le leadership politique. Donc ça, c'est entre autres des mesures qui sont engagées par l'État pour amener les femmes à jouer le rôle qui leur revient. Voilà dans les grandes lignes des actions que nous sommes en train de mettre en œuvre sous la haute direction du chef de l'État en rapport avec son projet présidentiel qui est l'objectif de l'action du gouvernement et qui fait l'objet de programmes d'action gouvernementale afin de réaliser ces différents, de mettre en œuvre ces différents axes au bénéfice de nos compatriotes. Donc je suis à peu près sûr que j'ai dépassé les 20 minutes, mais je voulais quand même donner une idée à peu près exacte des orientations que nous sommes en train de mettre en œuvre et donc me tenir à votre disposition si jamais il y a des questions, des observations nous permettant d'entrer dans tel domaine ou dans tel domaine et de traiter de manière approfondie ces questions. Merci pour votre écoute. Bonsoir à tous. Merci d'être restés pour cette deuxième partie de conférence. Bien sûr, donc ce sera un débat, peut-être une causerie, comme on dit à Bamako. 3 intervenants, le Premier ministre, que je ne vais pas représenter, Emmanuel l'a très bien fait, et 2 parlementaires français, Philippe Folliot, député UDI du Tarn et secrétaire de la commission de défense, et Gwendel Rouillard, également présent, et qui appartient à la même commission de défense et qui est co-auteur de ce rapport sur la sécurité au Sahel. Donc nous allons parler sécurité, stabilité au Mali et au-delà dans la région, et bien sûr du nouveau dispositif français qui se met en place, le dispositif Barkhane, environ 3000 hommes qui sont prépositionnés dans 5 pays. Monsieur le Premier ministre, avant de commencer à parler de toutes ces questions de coopération militaire avec la France, j'aimerais vous poser une question sur la légitimité de l'intervention française. On a bien vu que nos soldats français, en janvier 2013, ont été accueillis comme des libérateurs, des héros. Ils étaient venus sauver le Mali, le président français a reçu le même accueil. Et puis les choses se sont un peu crispées après les événements de Kidal en mai dernier. Il y a eu cette opération de reconquête de l'armée malienne, pardon. Oui, c'est un lapsus, je crois que vous auriez souhaité que l'armée française y participe, peut-être. Et après, on a eu des critiques dans Bamako, on a eu des manifestations, on a eu des manifestants qui scandaient Abat Serval, Abat la France, Abat la MINUSMA. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que cette opération française est-elle légitime? Est-ce, comme disait Jeanne Arthric, je crois, ce matin, est-ce une ingérence vertueuse, nécessaire et vitale? Je pense que les incompréhensions avec la France n'ont pas commencé
à partir des événements de Kidal. Les incompréhensions ont commencé à partir du moment où l'armée française a procédé à la libération de Kidal sans l'armée malienne. Les difficultés ont commencé à partir de là. C'est-à-dire au mois de janvier, quand la France a effectué son intervention à la demande du Mali, une intervention bien à propos, demandée, sollicitée, un véritable sauvetage du Mali. C'est un sauvetage. Et ce sauvetage, nous ne l'oublions jamais. Le président l'a dit, nous ne l'oublierons jamais. Le principe, c'est cela. La France est un ami du Mali qui a eu à jouer un rôle historique pour le Mali en janvier 2013. À la fin du mois de janvier 2013, il y a eu la libération de Tombouctou, ensuite la libération de Gao, avec l'armée malienne. Après la libération de Gao, les Français ont procédé à la libération de Kidal sans l'armée malienne. Je pense que les Maliens n'ont pas compris cela. Les incompréhensions ont commencé à partir de ce stade. C'est que les ambiguïtés, les zones d'ombre étaient devenues assez nombreuses pour qu'on se pose des questions. Et donc, quand on est, après, ça c'est un an avant les opérations de Kidal, et pendant toute l'année 2013 jusqu'au début de l'année 2014, c'était la même chose. Et si vous avez suivi le jour de l'entrée en fonction du chef de l'État, le 19 septembre 2013, c'est-à-dire 6 mois après l'intervention française, vous vous rendez compte que le président de la République française, qui avait été accueilli à Nero en février 2013, je crois, de mémoire, 7 mois plus tard, en septembre 2013, il a été toujours accueilli à Nero, mais Idriss Déby a été 2 fois plus applaudi que le président français. Ça montre bien, pas le désamour, mais l'incompréhension que les Maliens avaient vis-à-vis de l'attitude de la France. Je pense que ça, c'est une réalité. Maintenant, en amitié, il y a toujours des difficultés. En couple, il y a des difficultés aussi. Cela ne doit pas empêcher de percevoir l'essentiel. L'essentiel, c'est que la France a un dispositif essentiel pour la lutte contre les terroristes au nord de notre pays, mais même sur l'ensemble de la bande sahélienne. Aujourd'hui, c'est la force la mieux équipée, la mieux entraînée, la plus capable de procéder à la lutte efficace contre les terroristes. Nous en sommes conscients. Et nous sommes dans la posture de collaborer avec la France, mais dans la franchise. Chaque fois qu'il y a des incompréhensions, c'est d'en parler clairement et ensemble de voir comment dépasser ces incompréhensions. Donc voilà assez rapidement, je pense, ce qu'on peut dire de cette situation vis-à-vis de l'armée française. Sinon, et les accords de défense qui ont été signés et la collaboration aujourd'hui sur le terrain ne font l'objet d'aucun doute. Oui, peut-être un mot sur cet accord de défense. Vous avez certainement aplani les divergences. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que c'est des accords qui sont toujours un petit peu secrets. Donc nous, journalistes, on aime bien savoir. C'est que les accords ont deux objectifs. Le premier objectif, c'était d'actualiser le précédent accord qui avait été signé entre le Mali et la France en 1985, sous Moussa Traoré. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais déjà sous Moussa Traoré, le Mali et la France avaient un accord de coopération en matière de défense. Cet accord de coopération a été signé dans un contexte particulier. Presque 30 ans plus tard, le contexte a évolué. Donc c'est de tenir compte de l'évolution de la situation, donc actualiser le précédent accord qui avait été conclu en 1985. Le second objectif, c'est de donner un cadre légal à la présence des troupes françaises sur notre territoire. Vous savez, l'intervention française a été mise en œuvre dans des conditions que tout le monde sait, assez urgentes. Et donc il y a eu des échanges de courriers entre les deux chefs d'État qui ont donné le cadre légal à l'opération Serval. Donc nous avons souhaité que ce cadre légal soit beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis et prévoit tous les cas de figure de collaboration. C'est ce qui nous a amené à conclure cet accord de coopération en matière de défense. Ce sont les deux objectifs principaux de cet accord de coopération. Peut-être en un mot, est-ce qu'il y a, en cas d'agression extérieure du Mali, est-ce qu'il y a des clauses spéciales?
Cet accord, comme l'accord précédent, prévoit des actions en termes de formation, quelques équipements et les règles d'engagement et de coopération entre les troupes françaises déjà présentes sur le territoire national et l'armée malienne. Donc il n'y a pas de disposition en rapport avec une agression extérieure et l'intervention française ou en rapport avec une base aérienne qui serait concédée dont on a parlé. Il n'y a aucune disposition relative à une base aérienne, comme il n'y a pas de disposition par rapport aux agressions extérieures et à l'intervention de l'armée française. Pas de disposition non plus concernant la fourniture éventuelle de matières premières ou des choses comme on a pu voir sur les très vieux accords de défense, coopération. Ah non, non, absolument pas. Oui. Ça, ce sont les accords post-indépendance. Les premiers instants de l'indépendance, effectivement, beaucoup d'accords ont été signés dans ce sens. D'ailleurs, le Mali est l'un des rares pays à avoir refusé, au moment de l'indépendance, de signer ces accords avec la France, ce qui a valu beaucoup de difficultés entre le régime d'alors et la France. Donc, ce qu'on n'a pas conclu en 1960 et 61, je pense qu'on serait loin d'imaginer de le conclure à ce moment-là. Monsieur le député Rouillard, les différences sont à peu près aplanies, apparemment, quand on écoute le Premier ministre. Il n'en demeure pas moins que l'opération a profondément évolué. On était dans un dispositif Serval en janvier 2013 qui était là pour venir traquer les terroristes. Maintenant, une évolution sur un dispositif toujours de lutte contre le terrorisme, mais beaucoup plus global et régional. Vous qui avez beaucoup travaillé et beaucoup audité avec votre collègue de la Défense, les différentes personnalités, des militaires, des politiques, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu ce qu'est Barkhane, combien d'hommes, quel format, quels objectifs? Bienvenue au Parlement, la maison de la République française, et bienvenue, mesdames et messieurs, et un coup de chapeau à Emmanuel Dupuis et toute son équipe pour l'organisation de cette soirée. La force Barkhane. Le président Hollande a officialisé son installation en début août. Vous l'avez dit vous-même, 3000 hommes, dont le poste de commandement est basé à N'Djamena. Nous avons renforcé nos effectifs à N'Djamena. Vous savez que le poste de commandement de l'opération Serval était à Bamako. Le poste de commandement est aujourd'hui à N'Djamena. Et nos effectifs passent actuellement d'environ 450 hommes à plus de 1000 hommes. Ça, c'est pour N'Djamena. Pour le reste, vous le savez très certainement, vous qui suivez l'actualité, nous avons un pôle renseignement à Niamey, où sont basés nos drones Reaper en particulier, dont on parle régulièrement. Nous avons un pôle logistique à Gao, et ça a fait partie des discussions ces derniers mois avec les autorités maliennes. Je rappelle que la France base toujours à Gao environ 1000 hommes. Je le dis parce qu'on entend de temps en temps la France a quitté le Mali. Je l'entends régulièrement. Donc je veux redire ce soir, la force Barkhane, c'est 3000 hommes dans la bande sahélo-saharienne, dont un poste de commandement à N'Djamena, je viens de le dire. Pour le Mali, le pôle logistique et opérationnel de Gao, c'est toujours 1000 hommes. Si je continue de détailler, nous avons des bases opérationnelles avancées. Et les bases sont Abidjan, Djibouti de l'autre côté de l'Afrique, nous avons des pôles de coopération à Dakar et Libreville, et nous avons, et je termine par cela, ça me semble important, des bases avancées temporaires. Et parmi les bases avancées temporaires, nous avons Tessalit. Nous avons Arlit, mais nous avons Tessalit. Autrement dit, quand j'entends dire que la France n'est plus présente au Nord Mali, c'est faux. La France est présente au Nord Mali parce que nous avons des dizaines d'hommes en permanence qui sont à Tessalit. Et je rappelle que nous avons par ailleurs des forces spéciales. Je termine d'un mot sur qui fait quoi, parce qu'on entend tout sur ces sujets. L'essentiel de notre travail avec les autorités maliennes, et on en a parlé avec mon collègue Yves Fromion quand nous sommes allés à Bamako et Gao, c'est de bien clarifier qui fait quoi. La France a pour mission la lutte contre le terrorisme. La feuille de route est claire.
Et si nous avons souhaité une cohérence de dispositifs sur la bande sahélo-saharienne, c'est pour répondre à cet objectif précis. Au Mali, au Niger, au sud-Libye, et vous l'avez compris, ailleurs. Deuxièmement, la mission de stabilisation. Elle revient à la MINUSMA. Plus de 9000 hommes aujourd'hui. Alors, la mission de l'ONU fait toujours l'objet de discussions, en particulier sur sa gouvernance. Et parce que, pour dire les choses clairement, le contexte au Nord Mali en ce moment réinterroge le dispositif. La résurgence des groupes djihadistes en ce moment au Nord Mali pose question sur le dispositif de la MINUSMA. Les discussions sont en cours à l'ONU, bien évidemment avec les autorités maliennes, sur le dispositif de la MINUSMA. Pour être concret et clair, les Tchadiens sont en première ligne, une vingtaine de soldats tchadiens morts encore récemment. Tout cela pose question, pour dire les choses très clairement. Troisième volet, et j'en termine, c'est la mission européenne, EUTM Mali. Alors l'action de l'Union européenne est souvent décriée, mais quand c'est bien, il faut le dire. Et à Koulikoro, le travail effectué par la mission EUTM est un travail de qualité. Les 600 militaires de EUTM Mali, dont des militaires français, avec la brigade franco-allemande en première ligne aujourd'hui, forment actuellement le 5e bataillon. Je crois, monsieur le Premier ministre, on en est au 5e. Avec des résultats qui portent leurs fruits. Mais il faut le dire, il faut du temps. Et certains dans la salle savent mieux que moi, il faut du temps pour reconstituer l'armée malienne, les FAMA, parce qu'on sait l'état de déliquescence qui était celui de l'armée malienne ces dernières années. Je crois que c'est pas être, comment dirais-je, désagréable que de le dire, c'était une réalité. Et malheureusement, on a vu les faits. Voilà, donc je termine en disant France contre terrorisme, MINUSMA, stabilisation du Mali, et contribuer à recouvrer l'intégrité territoriale d'un pays qui en a besoin, et c'est légitime. Et troisièmement, une mission EUTM Mali qui a toute sa légitimité.